Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à cet événement de la rentrée 2025-2026 de la Société historique de Montréal. Dans le cadre du projet du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal, le LHPM de l'UQAM, et du MEM sur l'engagement citoyen en histoire et en patrimoine. Alors, merci à Martin Drouin qui est ici, qui est directeur du laboratoire, et merci aussi à Charlotte Kelly, Charlotte qui est là-bas, et à Laure Barachina du MEM pour la planification de cet événement-là. Mais évidemment, la principale partie, pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'exposition « Il était une fois Montréal, les Champenois en Nouvelle-France ». Et on va pouvoir regarder plusieurs éléments. On aura des interventions, pas directement de France, plutôt en différé. Alors, on aura deux petits reportages de Daphné Castano qui vont nous être présentés. Et comme vous le voyez, on va parler de plusieurs sujets et il y a plusieurs personnes qui vont venir intervenir sur la place durant cette partie, qui sera animée par Fanny Dionne. Salutations cordiales. Alors, en 2023, on m'a approché pour faire partie du comité scientifique d'une exposition qui allait se tenir dans le département de l'Aube. Je dois avouer que j'ai dû googler où est-ce que c'était le département de l'Aube, puis ensuite j'ai appris que c'était en Champagne. J'étais très heureuse, mais aussi un peu stressée. C'était la première fois que je faisais partie d'un comité scientifique et j'ai beaucoup appris sur l'histoire des relations entre la région de Champagne et de la Nouvelle-France, mais aussi sur comment faire une exposition. Et je remercie sincèrement les gens impliqués pour ces apprentissages et aussi pour leur confiance. La Société historique de Montréal était, ma foi, bien représentée dans cette exposition puisque 4 membres du conseil d'administration y ont participé. Et par ailleurs, Sylvain va pouvoir parler des origines de cette exposition. Après donc quelques 2 ans, c'est l'aboutissement cette année de cette aventure québéco-champenoise Wendat avec l'exposition qui se tient de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'en novembre. Et sait-on jamais, peut-être un jour à Montréal. L'exposition revient sur les conditions de départ, le quotidien des colons champenois, leurs relations avec les peuples autochtones et le développement de Ville-Marie. Elle parle aussi de l'héritage laissé de part et d'autre de l'Atlantique au sujet de cette aventure. On y met en lumière des figures marquantes que vous connaissez peut-être, par exemple Jeanne Mance, Paul Chomédé de Maisonneuve ou encore Marguerite Bourgeois. On présente aussi la spécificité de l'immigration champenoise. Donc, on vous propose aujourd'hui de faire un retour sur le travail accompli, sur les retombées, sur les points de vue des différents organismes et personnes qui ont contribué à rendre possible cette exposition. Bref, un type d'incursion que j'aurais beaucoup aimé avoir avant de commencer à faire l'aventure pour savoir comment finalement se fait ce type d'exposition-là. Et vous allez pouvoir voir tout le travail qui a été accompli par plusieurs personnes sur plusieurs années pour le rendre possible. En premier lieu, on va vous présenter un reportage vidéo du journal télévisé de Troyes pour commencer. Sur 340 mètres carrés, l'exposition « Il était une fois Montréal » rétablit un lien oublié entre la plus grande ville du Québec et l'Aube. On ne l'a pas vu dans nos livres d'histoire-géographie. De salle en salle, le parcours retrace les prémices de la découverte puis l'exode des Champenois dès le XVIIe siècle. Parmi les figures clés de la naissance du Canada, Paul de Chomédé de Maisonneuve, né à Neuville-sur-Vanne, fondateur de la ville de Montréal. Créer une ville qui aujourd'hui compte plusieurs millions d'habitants et une des premières métropoles d'Amérique du Nord, je trouve que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il y a une société secrète catholique qui est quand même à l'origine de la fondation de Montréal. Là, c'est l'occasion de la découvrir à travers cette exposition. C'est un peu fascinant, c'est comme un mystère un peu. Une partie du mystère liant l'Aube au Canada a été levée via cette revue spécialisée. Grâce à ces panneaux explicatifs, l'exposition permet au grand public de redécouvrir en détail cette histoire de migration outre-Atlantique. Vous êtes champenois et vous venez du fin fond des terres. Une première traversée de 3 mois, ça peut être intense. Les gens me demandaient au début, pourquoi Troyes, une exposition de Montréal à Troyes, en Champagne? Ces articles-là, ça donne tellement le goût de venir faire un tour à Troyes et en Champagne. Depuis hier, je vais dans des commerces et, évidemment, on reconnaît mon accent. Là, je leur dis, les 2 fondateurs de Montréal sont originaires d'ici. Alors, les gens sont éberlués ici. Si on leur en parle, ils vont vraiment
adhérer et ils vont s'intéresser à l'histoire. Pour moi, c'est très très important aujourd'hui qu'on raffermisse ces liens qui sont des liens historiques très très forts. L'exposition séduira aussi les passionnés d'histoire avec près de 200 pièces rares issues de grands musées nationaux ou de collections privées. Il y a un carnet de dessin là, d'un jésuite qui s'appelle Chauchetière. Normalement, on le voit en reproduction, mais c'est la première fois qu'on peut le voir en vrai. Donc la matérialité de l'objet est là, est restituée parfaitement. C'est exceptionnel. Beaucoup d'œuvres qui sont vues aussi pour la première fois de manière inédite. Donc ce costume qui a été complètement redécouvert dans les collections du Quai Branly et du Musée de l'Armée. Si vous prenez le guide du routard sur le Québec, il y a 1,5 ligne sur des bonnes sœurs qui ont été là-bas autrefois, et c'est tout. Alors c'était quand même une grande aventure religieuse. L'exposition honore cela, ça c'est honnête. De voir tous ces documents-là rassemblés, toute cette histoire commune à Montréal, à Troyes, à l'Aube et à la Champagne, ça c'est extraordinaire de voir ça. Visible jusqu'au 2 novembre, l'exposition s'accompagne d'un riche programme d'événements, randonnées, conférences, ciné-débats et concerts pour renouer avec cette histoire commune. Maintenant, Sylvain Lombroso va venir parler de l'origine du projet et d'exposition. Bonjour à tous. Donc effectivement, comment ce projet est né, c'est le fruit d'un hasard. Donc moi, je viens de Troyes, en fait. J'ai grandi là-bas, donc dans cette ville, une petite ville française, mais qui est chargée d'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que la Fondation de Montréal qui est liée à Troyes. Il y a aussi l'histoire des Templiers, il y a l'histoire du suaire de Turin qui avant était aussi chez nous. Donc vraiment, c'est un lieu chargé d'histoire. Et donc, quand on est un peu curieux, quand on est enfant, souvent, on a envie de découvrir les choses qu'il y a derrière tout ça. Et donc, c'était mon cas. Quand je suis revenu en 2020 en vacances, je suis allé dans une très belle maison qui est près de la cathédrale, où là, j'ai rencontré en fait un élu que je ne connaissais pas encore, qui est donc Valérie Denis, qui est vice-président du département. Donc, le département en France, c'est une petite portion du territoire où il y a plusieurs grosses villes. Et donc, Valérie avait en charge, il est en vice-président du département, il est en charge notamment du tourisme et de la culture. Et donc, il m'a dit, on a à Troyes, à côté d'ici, il y a l'hôtel du Chaudron, j'aimerais que tu viennes le visiter avec moi. Donc, l'hôtel du Chaudron, c'est un très bel hôtel particulier qui a appartenu à la sœur de Paul de Chomedey et qui a été prêté notamment à Marguerite Bourgeoys quand elle avait essayé de démarrer une première congrégation. N'est-ce pas, Stéphane? Voilà. Et donc, c'est un lieu qui servait, quand je l'ai visité, c'est un bureau municipal pour la gestion des musées. Donc, c'est pas un lieu qui était accessible. Donc, j'étais vraiment très heureux de pouvoir le voir. Il est bien conservé. Et donc, on peut retrouver des pièces où a vécu Marguerite Bourgeoys, des pièces où est venue, par exemple, Jacqueline de Chomedey. Et donc, Valérie Denis m'a dit, vraiment, on a encore beaucoup de choses en lien avec l'Amérique française, mais finalement, les Troyens, les Aubois ne connaissent plus toute cette histoire. Et c'est vraiment dommage. Comment on pourrait faire pour essayer de revigorer tout ça? Et c'est là où je vais parler de la Société historique de Montréal et à quel point c'était une vieille société, mais extrêmement dynamique et qu'on avait beaucoup qu'on menait beaucoup de projets, qu'on serait capable de réunir des documents, des objets pour refaire vivre ces liens et que justement à Troyes, comme il y a la Cité du Vitrail, donc la Cité du Vitrail, c'est l'ancien Hôtel-Dieu qui a été totalement rénové et dans lequel donc on raconte l'histoire du vitrail, mais il y a tout un étage où on peut faire des expos temporaires. Et justement, avec Valérie, on s'est dit, ça serait l'occasion de faire une expo temporaire pour parler de la Fondation de Montréal et de montrer à quel point les Champenois sont liés à cette histoire. Et donc, on a démarré ça donc vraiment en 2020 après cette visite à l'hôtel du Chaudron. On était tous les deux peut-être emportés par l'esprit de Marguerite Bourgeoys. Et on a décidé de faire ce projet. On en a tout de suite parlé à la Société historique de Montréal. Donc, ça a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, je crois. Parce que, notamment, une des choses qui nous motivait beaucoup, c'est que comme il y a énormément d'objets et de documents qui sont en France, qui sont dans des centres d'archives, mais qui ne sont pas forcément montrés régulièrement parce que voilà, c'est des choses très fragiles. On s'est dit, ça serait l'occasion de réunir des choses qu'on n'a pas vues depuis très longtemps ou qu'on a vues souvent en images numériques, mais pas en vrai. Et donc, on s'est dit, c'est vraiment, ça va être un des moteurs de cette exposition, c'est de réunir tout ça.
Et l'avantage de l'Aube, là, c'est que le directeur des archives, là, Nicolas Dorman, qu'on voyait à l'écran tout à l'heure, a fait l'école des Chartes, qui est vraiment l'école de tous les archivistes de France. Et donc, il a un réseau extraordinaire et il est capable d'appeler n'importe quel centre d'archives et d'obtenir des documents que nous, bien sûr, nous ne pourrions jamais obtenir. Et donc, c'est comme ça que l'expo a démarré, sur cette promesse de réunir des documents, cette promesse d'avoir un très beau lieu et la promesse québécoise d'apporter tout notre dynamisme et aussi d'intercéder pour récupérer aussi des objets, des documents qui sont ici à Montréal ou qui sont même ici à Québec. Voilà. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va voir le processus de travail, le comité scientifique et la mise en place de l'exposition et de la programmation par cette vidéo, parce qu'en France, de Daphné Castano. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui sur cette séance qui est dédiée à la Société historique de Montréal, voilà, qui a été un partenaire privilégié de l'exposition. Et à notre exposition, évidemment, il était une fois Montréal, les championnats en Nouvelle-France, qui est actuellement visible voilà, à l'Hôtel Dieu-le-Comte, Cité du Vitrail à Troyes, jusqu'au 2 novembre. Donc je vais poursuivre, voilà, moi je vais expliquer comment je rentre en scène et comment on a réussi à construire voilà, ce projet, cette exposition, évidemment en collaboration avec tous les intervenants québécois, français et aussi avec évidemment notre comité scientifique qui est largement présent à cette journée où vous êtes présents. Donc voilà, le projet, je le rappelle très brièvement, mais voilà, il est né d'une idée, voilà, d'une rencontre entre Sylvain Lombroso et Valérie Denis. Donc ça a été voilà, au début des années 2020. Et puis voilà, ça a été suivi par notre directeur des archives et du patrimoine, Nicolas Dorman, qui ne peut pas être présent dans cette vidéo, mais qui aurait été ravi de pouvoir le faire. Et du coup, moi je suis arrivée dans ce projet-là en 2023, puisqu'avant j'ai travaillé 7 ans pour le musée d'art moderne de Troyes, et ensuite je suis arrivée au département. Et donc, quand je suis arrivée sur mon poste, évidemment, on m'a dit qu'il y avait un gros projet d'exposition qui était à développer pour 2025. Et donc, c'était ce fameux projet sur les champenois. Donc, autant vous dire qu'au départ, j'avais quelques notions sur voilà, des personnages, sur des lieux. Mais c'est évidemment un projet sur lequel il a fallu faire beaucoup de recherches voilà, pour se familiariser et arriver à faire un travail de recherche voilà, qui soit pointu, qui soit satisfaisant et une synthèse en fait de tout ce qui s'était fait de part et d'autre de l'Atlantique. Donc évidemment, le comité scientifique était à peu près composé à l'époque. Donc voilà, pour rappel très brièvement, on a Fanny Dionne, Sylvain Lombroso, Stéphane Martel, Mario Robert, Léon Robichaud, Jonathan Lenné, donc ça c'était le côté québécois, et pour le côté français, donc Nicolas Dorman, Éric Thierry et aussi Laurent Vessière. Donc voilà, une dizaine de personnes qui m'ont permis en fait de construire ce projet et d'en délimiter, voilà, d'explorer toutes les facettes. La première chose sur laquelle le comité a pu aussi me soutenir, c'était cette question des recherches. Donc voilà, de savoir déjà au niveau bibliographie les ouvrages les plus intéressants, les plus récents, voilà, parce qu'il peut y avoir des choses très vite datées sur ce sujet. Donc c'était de voir les ouvrages de référence, notamment du côté Québec, mais aussi du côté français, il y en a beaucoup moins. Donc ça a été ce petit défi, voilà, déjà de voir aussi donc, les livres généraux sur la Nouvelle-France, les monographies de référence, donc pour pas mal des personnages, il y en a quand même de satisfaisantes, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance et Jean Talon. Paradoxalement, c'est vraiment Chaumeden-Maisonneuve où il y a eu le moins de recherches. Et j'espère d'ailleurs que ce projet sera l'occasion de susciter des recherches sur ce personnage. Et ensuite, des recherches aussi voilà, plus spécifiques par rapport aux travaux qu'on peut faire par des historiens locaux. Donc, il y en a eu. Voilà, c'est des gens qui sont malheureusement aussi déjà partis et qui avaient travaillé notamment dans les années 80, 90. Il y a eu un petit creux. Et on a de nouvelles générations aussi, avec des gens comme Romain Bello ou d'autres personnes, ou même Sylvain, qui ont relancé en fait des recherches aussi plus récentes sur des thématiques extrêmement diverses et complètes. Il y a eu aussi voilà, des recherches ensuite sur le contexte aussi général plus global, puisqu'il y en a vraiment besoin aussi pour le public français qui n'a pas du tout le même socle de culture, puisque rien n'est étudié en histoire. Donc voilà, sur l'histoire de l'Europe,
de la France, de la Champagne plus précisément sur les XVIIe et XVIIIe siècles, et puis aussi sur le contexte de l'Amérique du Nord. Et enfin, quand je suis allée aussi un peu plus dans les détails, donc des recherches sur des sujets un peu plus fins, notamment les nations autochtones, ou encore des sujets comme les aspects maritimes pour le voyage et la traversée de l'Atlantique, qui n'était pas forcément mon domaine de prédilection. Voilà, donc après ce travail vraiment de recherche, voilà, de s'imbiber voilà, de tout l'aspect scientifique, il y a une synthèse. Cette synthèse, elle a abouti au plan de l'exposition, qui a été soumis voilà, et aussi corrigé en dialogue avec le comité scientifique. Et ensuite, évidemment, quand on a la structure voilà, de l'exposition en 3 grandes parties avec une introduction et voilà, un aspect plus mémoriel à la fin, il a fallu voilà, s'attaquer à qu'est-ce qu'on va mettre dans cette exposition, qu'est-ce qui va pouvoir représenter ce sujet, puisque c'est un sujet finalement assez immatériel. On a des personnages du XVIIe, XVIIIe, donc assez peu de traces, souvent liés aussi à un contexte religieux et spirituel, donc là aussi on avait peu de traces. Donc il a fallu voilà, aller chercher qu'est-ce qui pouvait représenter en fait la vie quotidienne, la vie des gens, toutes ces choses-là. Les archives évidemment en sont un socle fondamental. Donc le comité scientifique aussi a pu m'aiguillonner là pour les institutions de référence, évidemment du côté de Montréal et du Québec, et aussi de me donner une petite liste voilà, des œuvres, des incontournables qu'on rêverait en fait de présenter dans l'exposition, que ce soit du côté Québec et montréalais. Donc aucune limite au début voilà, pour faire un peu une liste idéale. Et cette recherche des œuvres, donc elle est partie des fonds locaux, donc évidemment le fonds des archives départementales de l'Aube, qui est assez riche, le testament de Marguerite Bourgeois, sur la congrégation Notre-Dame. Donc voilà, on a même pu le plan de la commanderie avec Brûlard de Sillery, donc trouver des choses qui étaient des grands classiques, et puis redécouvrir aussi des œuvres jusqu'à l'histoire du XXe siècle. Le musée des Beaux-Arts, la médiathèque Jacques Chirac, où ça a été un plaisir de découvrir une richesse d'ouvrages, des ouvrages qui sont liés notamment aux dons des congrégations, et aussi pas mal de livres de voyages, voilà, des voyages du XVIIIe siècle, qui a permis de nourrir le propos de l'exposition. À l'échelle de la Champagne, évidemment, ça va être les grandes villes de référence où on retrouve les personnages, donc le musée des Beaux-Arts de Reims, de Châlons, pour Frère Luc également, au Langres évidemment, pour Jeanne Mance. Et puis voilà, on élargit la recherche et on va aller sur les grandes collections nationales. Donc voilà, les 2 incontournables, les archives nationales voilà, à Paris, et également les archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, qui conservent évidemment toutes les archives des colonies. Donc on a vraiment un ensemble de près très très conséquent de cette institution. Et on va aller aussi sur des institutions comme le musée du Quai Branly pour les objets ethnographiques. Donc là encore, on a eu une très grande, voilà, une très bonne confiance de cette institution, et ce qui a beaucoup aidé aussi, c'était d'avoir Jonathan Lenné voilà, comme conseiller sur cette question des nations autochtones, et qui a pu en fait les mettre en confiance sur comment on traitait cet aspect dans l'exposition. Voilà. Donc précisément, on va ensuite avoir quelques ouvrages voilà, par rapport à la Société de Montréal par la Bibliothèque nationale de France, ou encore le musée de la Marine et le musée de l'Armée par exemple. On a aussi des musées très proches et spécialisés sur le sujet, donc les institutions de référence au Québec, le site historique Marguerite Bourgeois, le musée des Hospitalières, Pointe-à-Calière, les archives des Jésuites. Du côté de la France, j'avais visité les muséales de Tourouvre, qui n'a pas d'œuvre, mais qui traite entièrement du sujet. Le musée évidemment du Nouveau Monde de La Rochelle, qui nous a aussi fait l'honneur de quelques prêts. Et des musées comme Dieppe, Saint-Malo, la Compagnie des Indes, voilà, et toutes les archives départementales qu'on va retrouver sur la région plutôt ouest et nord de la France. Donc ça m'a permis aussi de découvrir qu'à l'époque, il y avait aussi d'autres expositions qui se préparaient. Une exposition sur les Americanas du XVIIIe siècle au musée du Nouveau Monde, une exposition sur les esprits de la nature en Bretagne à la Roche-Jagu, et une exposition plutôt sur le Mississippi qui va se dérouler en fin d'année au château de Versailles. Donc on a aussi une petite compétition des fois qui s'est mise sur les prêts, mais des fois on a pu s'arranger entre institutions. Et des musées des fois un peu plus précis, aller chercher par exemple un fusil à Saint-Étienne, donc près de Lyon, puisqu'il y avait des fusils de cette époque qui étaient importés et par exemple conservés au musée McCord, ou encore le musée Carnavalet où on a pu découvrir un jeton voilà, de Jean Talon, voilà, des choses. Les congrégations aussi nous ont été d'une grande bienveillance voilà, par rapport à leur collection. Les archives jésuites du Canada, les sulpiciens, que ce soit du côté français
et montréalais, la congrégation Notre-Dame évidemment, ou encore les sœurs hospitalières. Donc une fois que voilà, on a fait une grosse sélection, finalement je ne pensais pas trouver autant d'objets, mais on arrive à une sélection d'à peu près 215 œuvres au total, toutes typologies confondues, donc tableaux, armes et objets ethnographiques, archives, etc. Et donc on va arriver sur la phase plus administrative, donc là c'est tous les contrats de prêt, voilà, toute la gestion. Et puis pour quelques œuvres, on va aussi entamer des processus de restauration. Donc par exemple, les plus spectaculaires, ça va être 2 tableaux de la cathédrale de Troyes qui ont été restaurés, donc le portrait de René de Brélet et notamment la seule représentation de Noël Brulard de Sillery. Donc après ça, on a aussi, toutes ces recherches ont pris d'autres formes et notamment la forme d'outils multimédia sur lesquels on a travaillé pendant plusieurs mois. Toute la question du contexte troyen a pu se trouver en fait sur une restitution de la ville de Troyes au XVIIe et XVIIIe siècle avec les lieux majeurs qui sont liés à nos différents personnages et au contexte religieux. Donc ça, c'était aussi un sacré défi de retrouver des images les plus graphiques possibles et d'avoir aussi une fidélité, de savoir où on s'arrêtait, évidemment dans la restitution d'un quartier ou voilà, d'un bâtiment dont on n'a pas tous les éléments. On a aussi tout un aspect important dans l'exposition qui était de remettre en lumière des personnages secondaires et donc on a fait une carte interactive des Aubois. Donc on peut, voilà, le public peut cliquer sur une carte, cliquer sur les villages et avoir en fait la petite fiche biographique, tout ce qu'on peut savoir de ces personnes dont il est attesté qu'elles sont allées en Nouvelle-France s'installer sur cette période. En parallèle, on commence à construire aussi l'identité de l'exposition, donc avec le visuel que vous avez sans doute sous les yeux. Donc voilà, un aspect très graphique, ça a été un parti pris aussi pour pouvoir avoir les éléments du voyage, les éléments autochtones, nos différents colons, des clins d'œil à des personnages spécifiques. Voilà, quelque chose qui puisse interroger, mais aussi trouver cette synthèse du sujet. Le choix du titre aussi, voilà, les champenois en Nouvelle-France, des fois ça ne parlait pas beaucoup aux gens. Des fois on ne savait pas ce que c'était un champenois et on ne savait pas ce que c'était la Nouvelle-France. Donc voilà, on a rajouté Montréal qui est un mot plus moderne, mais qui pouvait permettre vraiment aux gens de localiser vraiment la chose de manière facile voilà, par rapport au Canada. Et ensuite, quand on a les objets, quand on a tout ça, il faut les mettre en scène. Donc la scénographie, on a tout fait en interne pour la première fois. Et avec des prestataires locaux qui ont conçu les simèses, même les vitrines, voilà, la peinture, l'impression, la conception graphique. Donc tout ce qui était essentiel, voilà, pour créer une atmosphère immersive. Et du coup, voilà, ça c'était une aventure formidable au niveau humain et vraiment au niveau local de découvrir toutes ces pépites. Et puis on arrive aussi sur la transposition du scientifique, donc également avec la rédaction des textes et des cartels. Donc là encore, très important de les faire relire et valider par le comité scientifique, parce que même si on fait au maximum, on a toujours des petits aléas, des petites choses à affiner, tout également comme toutes les cartes aussi qu'on a présentées dans l'exposition. Le développement de la boutique aussi, de faire une sélection de produits qui puissent voilà, poursuivre l'expérience de visite. Un travail fondamental aussi par rapport au texte, mais ça a été évidemment la collaboration avec Septentrion pour la revue. Voilà, je laisserai voilà, Septentrion, Gilles et Sylvain en parler juste après moi. Et puis donc voilà, toute cette récupération des images, la sélection des textes, voilà, c'était assez chouette de travailler avec eux. Et puis on a des aspects très très concrets, voilà, quand on arrive sur le marché de transport, donc on avait un transporteur spécialisé et aussi nous on a fait avec les équipes des transports en interne, des fois en France, à Besançon, à Saint-Malo, donc c'était l'occasion de rencontrer les collègues et puis de récupérer les œuvres. Donc voilà, donc ça c'est vraiment toute l'expérience de l'exposition en tant que telle. Et puis on va construire aussi une programmation pour pouvoir en fait avoir des portes d'entrée et développer des sujets un peu plus précis. Donc on a eu, ça c'est un travail aussi qu'on a fait de manière très étroite avec les 4 associations locales, le comité Chomedey, le comité Marguerite Bourgeois, les Amis de Jean Talon et le centre culturel Jeanne Mansalangre, voilà, qui sont nos acteurs voilà, de mémoire vive sur le territoire. Et en fait c'était vraiment l'idée de créer ce réseau pour qu'on ait un maillage et que tout le monde puisse en profiter et que tout ne soit pas concentré sur 3. Donc on a eu des conférences, on a eu la chance voilà, d'avoir des conférences par quelques Québécois, Sylvain, voilà, Stéphane et Mario, qui étaient voilà, juste après le vernissage en juin, et puis des historiens locaux, voilà, tout va se poursuivre jusqu'en novembre. Également des concerts,
donc l'Orchestre symphonique du Québec, le luth, en clin d'œil à Chomden-Maisonneuve, voilà, ou encore la musique de chapelle à Troyes, pour comprendre le contexte religieux, voilà, qui a pu imprégner Marguerite Bourgeois et Chomden-Maisonneuve. On peut avoir des choses plus décalées, comme un conte musical voilà, humoristique sur Jeanne Mance, et un grand classique du sujet aussi, la projection de le film La ville d'un rêve d'Annabelle Loyola, qui permet en fait voilà, de mettre en image toute cette histoire. Donc les associations ont aussi joué le jeu dans les villages, que ce soit à Neuville, à Langres, à Châlons. Voilà, on a aussi des conférences ou des concerts qui ont pu circuler de l'un à l'autre. Donc ça, c'était aussi d'optimiser les forces. Et ils ont fait des visites guidées du château, des spectacles, la projection du film Hochelaga, par exemple, à Langres aussi. Donc voilà, de montrer qu'on peut arriver par la culture populaire, par des événements plus classiques, à valoriser ce sujet. Voilà, vous savez à peu près tout sur voilà, comment on en est arrivé là, tout ce qu'on a pu faire sur les différents points de cette exposition. Et je finirai donc juste avec la suite de ce projet. Donc on a vraiment une belle fréquentation voilà, sur l'été. Là, à partir de septembre, on a aussi des scolaires qui viennent, puisqu'on propose également 2 ateliers de médiation. Un atelier pour faire un wampum et un atelier sur la question du portrait à cette époque. Et donc j'ai eu quelques demandes de chercheurs aussi, voilà, d'institutions voilà, qui rebondissent sur des œuvres ou voilà, sur le propos. Ce qu'on aimerait aussi beaucoup, c'est que ça puisse voilà, stimuler, donner envie à des chercheurs d'aller plus avant, notamment que ce soit sur nos fonds des archives départementales. Je parlais peut-être de la biographie de Maisonneuve aussi, voilà, ou Marguerite Bourgeois avec tout le fonds qu'on a aux archives. Donc voilà, le sujet mérite, moi je n'ai fait qu'une modeste synthèse et le sujet voilà, peut ensuite prendre de multiples formes, de multiples recherches. On est en train de travailler avec quelques institutions montréalaises aussi pour voir si ce serait possible d'avoir évidemment une version en 2026 à Montréal, puisque c'est vrai que certains Québécois nous ont dit que toute cette question du contexte ou voilà, de la vie avant voilà, tout ce qui se passe en Nouvelle-France était moins connu, mine de rien, donc ça pouvait être aussi une belle découverte, et aussi les liens jusqu'au XXe et XXIe siècle. La question du tourisme aussi est un aspect important, puisqu'on a voilà, la Commission franco-québécoise de la mémoire aussi, qui s'est associée à des associations pour réactiver un itinéraire en Champagne, et de voir aussi si ça peut aussi, cette histoire d'un tourisme sur la Nouvelle-France pourrait être plus globale à l'échelle de toute la France. Et puis on a des petites réflexions aussi par nos partenaires et des expositions qui pourraient aussi continuer un peu notre sujet. Donc peut-être une exposition anniversaire sur Jean Talon début 2026 en lien avec son anniversaire. Et on a une association aussi, Ardennes Canada, qui redémarre un petit peu dans son sujet et qui pourrait se relancer dans cette mémoire, dans cette région-là. Voilà, j'espère que j'ai été claire, concise, et puis voilà, donc pour vous donner toutes ces indications sur l'exposition, et je vous souhaite une excellente suite pour cette séance. Voilà, merci de votre écoute, et je vous laisse dans les mains du prochain intervenant. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs organismes, vraiment beaucoup, qui ont prêté des objets, des matériaux, des archives pour cette exposition. Et ça ne doit pas être très facile de laisser partir des éléments extrêmement importants de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, pour nous donner une idée un peu du point de vue d'un organisme prêteur, j'invite Stéphane Martel, qui travaille pour le site historique Marguerite Bourgeois, à venir nous présenter un peu qu'est-ce que ça veut dire de prêter des objets comme ça. C'est sûr que ça fait un petit quelque chose de prêter des objets qui ont appartenu à Marguerite Bourgeois ou à la communauté à son époque, à l'époque où elle a vécu. C'est certain que lorsqu'on a été approché, on a été approché pour le projet et tout, mais quand on s'est fait demander, ça serait bien d'avoir des objets de cette époque. C'est sûr que là, ça nous saisit, mais pour nous, c'était une belle opportunité pour le site historique. Pourquoi? Parce que, en fait, un projet comme les Champenois en Nouvelle-France, c'est en lien avec notre mission institutionnelle, parce que nous, notre mission du site historique Marguerite Bourgeois, c'est
de conserver, valoriser et transmettre à tous la mémoire de Marguerite Bourgeois, son œuvre et son héritage. Donc, c'est comme donc de fait parler de Marguerite Bourgeois et des autres champenois en France. Pour nous, c'était une opportunité de faire connaître cette femme. Cette femme, Marguerite, elle a œuvré pendant son existence, donc de 1640 à 1653, à Troyes, dans sa ville natale, pour aider les gens, les jeunes dans les quartiers pauvres à avoir une éducation. Donc, la vie de Marguerite Bourgeois n'est pas qu'en Nouvelle-France. Et ça, dans mes conférences, souvent, j'essaie de le répéter. Cette femme, quand elle est venue ici, c'est une femme qui était d'un âge mature. C'était une femme qui avait déjà une carrière en France. Alors là, c'était pour nous, le musée, une occasion de faire connaître cette femme dans sa ville natale. Puis aussi, on s'est rendu compte que bien, les Troyens, les Champenois, connaissent très peu Marguerite Bourgeois et ces Champenois qui sont venus au 17e siècle ici pour fonder une ville. Donc, c'était donc une belle opportunité. Puis aussi, prêter des objets, c'est aussi faire rayonner notre institution à l'étranger. Ça, c'est important pour nous. Il y a beaucoup d'objets qu'on a prêtés. En fait, la plupart n'ont jamais traversé l'Atlantique, sauf quelques-uns qui étaient fabriqués en France et qui, au 17e siècle, ont retenti ici, donc à Montréal. Par exemple, un ciboire, un calice que Marguerite a acheté lors d'un de ses voyages et qu'elle a ramené ici. Donc, ces objets, à part ça, n'ont pas voyagé. Donc là, ils sont maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, pour nous, c'était bien. Donc, on a prêté un ciboire, un calice, un crucifix que la tradition orale dit avoir appartenu à Marguerite Bourgeois, un tableau de la Sainte Famille, un tableau donc qui parle d'une spiritualité très importante de la congrégation Notre-Dame, une spiritualité aussi très forte chez Marguerite Bourgeois, avec la confrérie de la Sainte Famille. On a prêté aussi un fragment de cloche, donc un objet archéologique qui a été découvert dans notre site archéologique. C'était un fragment de cloche de la chapelle dont Marguerite Bourgeois avait été la fondatrice en 1655. Et puis enfin, aussi pour tout l'aspect de la mémoire des Champenois, mais à travers le temps, on a prêté aussi un document très important pour nous. C'est le décret de canonisation de Marguerite Bourgeois, signé par le pape Jean-Paul II, donc le décret original. Donc, on a laissé partir ça aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, c'est certain que, bon, comme je vous ai dit, c'est sûr que c'est quelque chose de laisser partir des objets comme ça de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça permet de faire rayonner ces objets et on est en bonne confiance avec nos interlocuteurs français parce qu'ils étaient professionnels. On sait que nos objets sont pris en soin. Merci. Alors, pour ceux qui peut-être, beaucoup d'entre vous, moi inclus, ne pourront pas aller de l'autre côté de l'Atlantique voir cette exposition, fort heureusement, il y a la revue Nouvelle-France qui est finalement le catalogue d'exposition. Alors, je vais réinviter Sylvain et Gilles Herman de Septentrion pour venir nous parler de cette revue, de ce catalogue d'exposition qui nous permet de faire découvrir ici même qu'est-ce qui se passait au département de l'Aube. Monsieur Limbrodeau, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors écoute, tiens entre les mains le 6e numéro de la revue. La revue d'histoire de la Nouvelle-France, on a publié le numéro 1 à l'automne 2022 sur le sujet de partir en Nouvelle-France, comme quoi on était déjà peut-être un peu dans le sujet. Et c'est une revue en fait qui est née sur les cendres d'une autre revue que vous avez peut-être connue qui s'appelait Histoire et patrimoine de la Nouvelle-France, qui avait été fondée par, alors j'allais dire un Français, mais il m'en voudrait, un Corse, Christian Castellani. On va faire des nuances. En 2020 peut-être cette revue-là. Mais c'est une revue qui malheureusement avait eu peu de répercussions ici au Québec, alors que c'était notre histoire. Et quand la revue a cessé ses activités, Sylvain et Laurent Vessière, qui est notre co-rédacteur en chef à Paris, sont venus me voir si j'étais intéressé à poursuivre cette aventure. Et c'est avec un grand plaisir
que j'ai pu dire oui. Je connaissais Sylvain depuis déjà quelque temps. On a eu l'occasion de se fréquenter, de travailler ensemble. Et bon, Septentrion, c'est un éditeur spécialisé en histoire qui existe depuis 1988. Faire des livres, on connaît ça, faire des livres sur l'histoire de la Nouvelle-France, c'est pas mal ce qui marche le mieux dans ce qu'on publie. Mais faire une revue, par exemple, j'avoue que c'était quelque chose de nouveau pour nous. J'étais content de m'associer avec Sylvain, qui lui, par exemple, a une bonne connaissance du milieu journalistique et du milieu de la revue, parce que c'est tout de même une autre approche que de faire des livres. Déjà, il y a une question de la périodicité qui est intéressante. La revue sort 2 fois par année, donc c'est refaire à tous les 6 mois la même chose, mais évidemment de refaire autre chose, sinon ce serait pas intéressant. Et c'était aussi un petit peu le défi qu'on avait autour de la revue sur la thématique donc des Champenois en Nouvelle-France. C'était de servir de catalogue d'exposition sans être un catalogue d'exposition. Si vous feuilletez la revue, là, l'idée, c'est pas de présenter l'ensemble des artefacts présentés dans l'exposition à Troyes, mais plutôt de raconter la même histoire que ce qui est raconté dans l'exposition, mais aussi de s'adresser à un public français, bien évidemment, parce que la revue, comme elle sert quand même pour l'exposition, elle est en vente à la Cité du Vitrail et dans le reste de la France, on espère bien aussi. Mais c'était quand même de raconter aussi d'abord à notre public, ici, québécois ou franco-canadien, cette histoire. Puis, oui, nous autres, entre nous autres ici, là, on connaît ces personnages-là, mais enfin, pour beaucoup de monde, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, Jean Talon, ce sont des noms de rues ou des stations de métro. Mais c'est malheureusement une mémoire qui se perd quand même un petit peu. Donc, c'était quand même important pour nous de resituer ces personnages-là et de relivrer une chronologie et puis aussi de faire expliquer. J'ai eu le même réflexe en disant mais l'Aube, c'est où cet endroit-là? Donc je pense qu'on a tous commencé par ouvrir Internet et chercher. Bon, après ça, une fois qu'on a vu Champagne, Reims, là on situe un peu plus vite. Et puis c'est là aussi découvert, Sylvain, que tu étais toi-même originaire de Troyes, voilà, des choses qui nous avaient cachées. Et on comprend mieux certains de tes intérêts, comme ceux de Maisonneuve, par exemple. Et voilà, et donc le défi de faire la revue à travers ça, c'est qu'on a quand même été assez tôt mis dans le secret de cette exposition. On est allé chercher nos propres, donc ça c'est Sylvain et Laurent Vessière, qui est une autre personne formidable. Là, pour ceux qui connaissent pas Laurent Vessière, il est conservateur de France, conservateur de patrimoine de France. Il est aujourd'hui directeur de l'organisme audiovisuel de la Défense. Mais donc, c'est quelqu'un qui est venu faire une partie de ses études ici à Montréal, qui est très attaché à l'histoire de la Nouvelle-France, un spécialiste de Bougainville, entre autres. Et donc, qui est notre ouvreur de porte en France, parce que lui aussi, il a fait l'école des chartes et il connaît tout le monde. Et effectivement, c'est un petit monde, mais donc c'est très important d'avoir ces personnes-là qui sont capables de nous amener, de nous ouvrir ces portes-là, de nous amener ces gens-là. Puis ici, Sylvain, très impliqué à la Société historique de Montréal, mais très impliqué de toute façon dans tout ce qui a trait à... Dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui se passe en histoire, on a bien des chances qu'on va retrouver Sylvain là-dedans. Et donc, c'était de trouver des personnes qui étaient capables de nous parler de Montréal, de nous parler aussi justement de cet élan mystique qui a mené le Congrégation à vouloir faire l'aventure de Ville-Marie. Donc, avec des textes... puis la revue, on est sur une ligne très difficile à tenir, qui est celle de l'érudition sans devenir ennuyant ou sans devenir trop universitaire. Je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à maintenir dans la revue et réussir à intéresser plusieurs publics. Donc, aujourd'hui, la revue fonctionne bien au niveau auprès des chercheurs, auprès des universitaires, tant ici qu'en France. Mais en même temps, on offre avec Septentrion une diffusion grand public. On est en librairie, on est dans
les presses-commerces, etc. On rentre tranquillement, alors tranquillement pas vite, tout ça c'est des choses compliquées, mais c'est dans les cégeps, les écoles secondaires, les universités, et remettre entre les mains, dans le fond, des professeurs, des jeunes et des moins jeunes, une revue qui parle en particulier de ce sujet-là. Une spécificité pour la revue, ce numéro-là, c'est une bande dessinée. On essaye aussi de varier les médiums pour parler d'histoire. Alors, on présente évidemment donc l'histoire de ces champenois. On présente quelques artefacts qui étaient présents, qui sont présentés dans l'exposition. Ça a été peut-être un petit défi pour nous autres parce que Daphné nous expliquait comment eux autres ils fonctionnaient, mais nous autres on était toujours un petit peu à la remorque de qu'est-ce qu'ils vont présenter, quel artefact ils vont avoir finalement. On veut pas faire une présentation d'un objet et puis finalement l'objet n'est pas prêté, il se retrouve pas en exposition. Puis là, on a l'air un peu imbécile, nous autres, de présenter ça dans la revue. Donc, on avait beaucoup de choses qui étaient comme sur le feu sans trop savoir ce qu'on pouvait faire. Mais la bande dessinée, ça c'était quelque chose. Donc, c'est la troisième fois qu'on publie une bande dessinée dans la revue. On trouve que c'est un médium intéressant. Pour parler d'histoire, pour des fois intéresser peut-être aussi les plus jeunes. Et puis ça, c'est Sylvain qui nous a trouvé donc Caroline Lavergne, qui est une BDiste qui est capable rapidement, avec des traits quand même relativement simples, de saisir une histoire, saisir une ambiance et de venir non pas raconter dans le détail quelque chose de façon très précise, mais plutôt capturer un petit moment dans la vie d'une histoire, puis juste donner l'envie, dans le fond, de se plonger un peu plus dans toute cette grande aventure. Et la bande dessinée en particulier traite de la rencontre entre Maisonneuve et notre protagoniste principal. Donc ça, c'est des choses particulières qui sont liées à la revue. C'était important donc pour nous autres aussi de situer la région de l'Aube et de la Champagne dans l'histoire de Nouvelle-France, parce que c'est pas à ces régions-là qu'on pense spécifiquement quand on pense au peuplement de la Nouvelle-France. Mais quand même, donc, on a, mettons, Éric Thierry qui nous a fait un article extraordinaire. Écoutez, si vous voulez lire de l'information à la ligne, lisez Éric Thierry. Chaque mot vous apprend quelque chose. Mais ça, en part, c'est un texte extraordinaire. C'est un numéro spécial aussi parce que la revue faisait à la base 80 pages. On est à combien là dans cette revue-là? 116, 114. 114, voilà. Mais quand on a reçu, devant la richesse du matériel, quand on a reçu les textes, puis à un moment donné, on demande aux auteurs de faire 6 pages pour expliquer quelque chose de quand même complexe, avec beaucoup de personnages. Et si on veut faire ça correctement, ben, il faut laisser la place. Donc, on s'est permis pour ce numéro-là de faire un numéro spécial avec plus de pages, mais toujours au même prix. Mais ça, c'est grâce au soutien du département de l'Aube qu'on a pu réaliser ça. Et on a lancé la revue lors du lancement de l'exposition, du vernissage de l'exposition à Troyes. J'ai eu la chance avec Sylvain, Mario, Stéphane de pouvoir aller au vernissage. Puis c'est extraordinaire. Moi, je tiens vraiment à appuyer à quel point ils ont fait quelque chose. L'exposition est extraordinaire, mais le département a vraiment mis le paquet, comme on dit, pour mettre de l'avant cette histoire, faire redécouvrir cette histoire. Et moi, j'ai été abasourdi par quand même le travail qu'ils ont abattu là-dedans, mais les efforts qu'ils ont mis ici, pas juste les efforts financiers, encore qu'on pourra en parler longtemps. Je veux dire, on voit que les musées, puis les départements, puis les sociétés d'histoire là-bas ont un soutien quand même financier important et depuis de nombreuses années, mais ils sont vraiment réemparés de cette histoire-là pour la remettre de l'avant. Puis je suis content de voir aussi qu'il y a beaucoup d'autres projets, dans le fond, qui vont arriver dans la lignée de ce projet-là. Je trouve que ça remet un petit peu la Nouvelle-France et l'histoire du Québec de façon générale de l'avant. C'est pas une histoire très connue en France, l'histoire de la Nouvelle-France. Pour nous autres, ça a l'air c'est la fondation de ce qu'on est. Mais en France, la période de la Nouvelle-France, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent beaucoup. C'est pas une période qui traite beaucoup.
Ça va souvent passer, on va passer de Louis XIV à la Révolution française, là, puis hop, ce qu'il y a eu entre les deux, on ne sait pas trop, là, on n'en parle pas trop. Donc là, pour l'instant, on dirait qu'ils décident de se réemparer de ça. Et je terminerai en disant que la revue, on s'en va donc au rendez-vous d'histoire de Blois en octobre. Les rendez-vous d'histoire de Blois, pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus gros événement francophone en histoire en Europe. Et donc, on s'en va présenter et l'exposition et la revue à ce public-là, en espérant, c'est ça, les intéresser encore un peu plus à notre histoire. Sylvain, as-tu quelque chose Non, c'était un gros travail qu'on a mené effectivement tous ensemble. Et puis c'est vrai qu'on a toujours le soutien de Septentrion. C'est ça qui fait la richesse de la revue, c'est que Septentrion est une maison d'édition qui existe, comme tu l'as dit, depuis longtemps, qui soutient les historiens et les auteurs et qui nous permet de rayonner. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et le travail qu'on a mené, notamment avec Stéphane sur la bande dessinée, c'était vraiment une super expérience parce que on a utilisé effectivement l'histoire de Marguerite Bourgeois qui revient à Paris des années après voir Paul de Chomedey, qui est toujours fortement intéressé par l'histoire de la Nouvelle-France et par le destin de tous les gens qu'il a laissés sur place, alors qu'il est parti un petit peu contre son gré, n'est-ce pas? Et donc on a fait revivre à partir de plusieurs extraits, notamment de Patricia Simpson. On a fait revivre cette histoire et c'était vraiment voir ces personnages revivre là sous le trait de Caroline Laverne, donc une BDiste québécoise. C'était une super expérience et puis ça montre aussi dans cette tâche-là, il y avait toute une difficulté parce que évidemment quand elle représente l'intérieur de Maisonneuve à Paris, on est allé regarder dans l'inventaire après décès pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans la pièce. Donc on a fait un travail en fait ça paraît être des petits croquis, mais en fait c'est beaucoup de travail. Et Stéphane nous a beaucoup aidé là-dedans, où on a essayé d'être hyper précis. Et aussi dans la façon dont, par exemple, les personnages s'adressent les uns aux autres. Ça paraît anodin comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que comment Marguerite Bourgeois s'adressait à Paul de Chomedey, comment Paul de Chomedey s'adressait à son serviteur, tout ça, on a travaillé avec des historiens pour essayer d'être le plus juste possible. Et ce travail-là, c'est pas un travail qu'on fait d'habitude quand on écrit un article de recherche ou un article de vulgarisation. Et là, c'est vraiment, on doit vraiment se dire qu'est-ce qui se passait concrètement au XVIIe là entre ces gens. Et donc la BD, j'espère que, en tout cas, elle restitue fidèlement ça. Et puis on a essayé de rendre aussi cette histoire vivante et touchante. Et voilà. Donc je vous conseille vraiment d'acheter la revue et toutes les suivantes qui vont arriver, parce qu'on en a d'autres en préparation. On va finir sur un petit coup de pub, mais n'oubliez pas que quand vous renouvelez votre membership à la Société historique de Montréal, vous pouvez, pour un prix dérisoire, avoir aussi un abonnement à la revue d'histoire de la Nouvelle-France. Ça nous fait plaisir de collaborer avec la Société historique, évidemment, donc profitez-en. Merci beaucoup. Maintenant, mes collègues du conseil d'administration de la Société historique de Montréal, Stéphane Martel, Sylvain Lombroso et Mario Robert, que j'invite sur scène, et qui vont vous parler de lancement de l'exposition et de ses retombées, parce que eux, oui, ils étaient là. Peut-être je pourrais commencer parce que, évidemment, le 17 juin dernier, on a vécu un très bel événement. Nous, on n'avait pas vu l'exposition encore. Dans le fond, on a découvert l'exposition cette journée-là. Et je me rappelle, Sylvain, quand on s'en est parlé, on était très, très, très heureux. Alors, c'était une grande initiative en lien avec notre histoire commune qu'est cette exposition et qu'on espère que l'an prochain ou en 2027, parce qu'évidemment, les années viennent très vite, que cette exposition-là, du moins une partie, pourra traverser l'Atlantique. Et puis, évidemment, c'est important aussi pour ceux qui ne peuvent pas aller voir l'expo, évidemment, de se procurer la très belle revue, la revue Nouvelle-France. Alors, Sylvain et Stéphane, vos commentaires, vous, sur le lancement, j'aimerais bien les entendre. Oui, alors sur le lancement, c'était un moment vraiment formidable parce il y avait beaucoup de gens qui étaient là, à la fois des officiels et des moins officiels, et toutes les associations qui s'occupent de faire vivre la mémoire, donc autour de Jean Talon, autour de Jeanne Mance qui était là. Donc on a réuni tout le monde, on a eu de grandes discussions. Tout le monde célébrait un peu ce moment fort. Et ensuite, je crois que ce qui a été vraiment génial aussi, c'est qu'on a pu faire des conférences
Mario a fait une conférence, Stéphane a fait une conférence, moi aussi. Ça, je laisserai Stéphane en parler. Mais moi, j'ai parlé de Léo Leymary, qui est un journaliste du début du XXe siècle, qui a fait vivre les liens, qui a redécouvert tous les documents historiques. Par exemple, c'est lui qui a trouvé l'acte de baptême de Paul de Chomnay de Maisonneuve et qui en avait pris une photo, qu'il avait envoyée ici, qui avait donc permis d'identifier enfin l'endroit où était né et à quelle date était né Paul de Chomnay, puisqu'on ne le savait pas à l'époque. Donc j'ai réexpliqué cette histoire-là aux Aubois et c'était vraiment... c'est grâce à l'exposition qu'on a pu trouver ce rayonnement-là, trouver cette écoute, où on a pu balayer pas mal de pans de notre histoire commune. Et je sais, Stéphane, tu as fait la même chose? Oui, c'est ça. J'ai fait une conférence, moi, de mon côté, sur les raisons pour lesquelles Marguerite Bourgeois est venue en Nouvelle-France. Je dressais un portrait sur la vie de Marguerite Bourgeois, à Troyes, donc une partie jusqu'en 1653, en fait, de façon à montrer aux gens, des Troyens, c'est quoi les motivations? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Marguerite, elle a tout quitté là-bas pour venir ici? Pour faire l'œuvre pour son Dieu, pour pouvoir apporter de l'éducation à des gens dans une colonie. Donc, ça a été une belle expérience pour moi. De façon plus professionnelle, je dirais, c'est des belles retombées, une belle visibilité pour le site historique Marguerite Bourgeois, d'aller à Troyes, rencontrer des gens, créer des liens. Des liens professionnels avec des gens qui œuvrent depuis des années là-bas, le comité Marguerite Bourgeois, par exemple, et des liens qu'on avait autrefois, le centre Marguerite Bourgeois, l'ancêtre du musée où je travaille, dans les années 50, 60, avait créé des liens très forts avec les gens à Troyes. Ces liens-là se sont un peu délités avec les années. Les sœurs de l'époque ont changé de fonction, certaines sont décédées, etc. Et pour moi, en fait, pour nous, ça a été une opportunité, cette exposition-là, de recréer ces liens-là et puis de pouvoir mettre en branle peut-être dans l'avenir d'autres projets, faire connaître ces fondateurs-là, continuer de le faire. Donc, pour nous, ça a été très chouette à ce niveau-là, mais je dirais aussi d'un point de vue plus personnel. Moi, Stéphane, en tant que travailleur au site historique depuis 2007, que je travaille sur Marguerite Bourgeois, aller pour la première fois dans la ville où cette femme a vécu, aller à l'église où elle a été baptisée, ça a quelque chose de très émouvant. Très, très émouvant parce que je ne l'avais jamais vu. On le voit sur des photos, mais c'est rien comme s'imprégner des lieux, de vivre cette expérience-là. Donc, pour moi, ça a été une belle opportunité aussi. Puis, quant à moi, j'ai proposé une conférence un peu hors sujet parce que ce que j'ai proposé aux Aubois, c'est de faire une suite à l'exposition en parlant de Montréal après la Nouvelle-France. Donc, de faire en sorte d'aborder les grandes étapes du développement de Montréal, les grands événements qui l'ont marqué après la cession définitive à la Grande-Bretagne en 1763. Et je leur avais dit, je ne pourrais pas tout aborder parce que ça me prendrait plusieurs cours de 45 heures pour pouvoir parler de toute l'histoire du Québec. Mais j'ai quand même parlé par période, par grande période, mais je terminais avec les Jeux olympiques de 76. Je me disais, il faut arrêter en quelque part. Puis, les Jeux olympiques de 76, c'était mon premier job alors que j'étais étudiant. Donc, j'ai dit, tiens, il y avoir un aspect personnel là. Et c'est quand même aussi un moment dans les années 70 où il y a des changements qui se font graduellement dans la société québécoise. Et aussi, ce qui était important, c'était de m'intéresser au rapport de Montréal avec la France. Parce qu'ils ont été quand même ténus pendant les 100 premières années, mais ils se sont développés quand même de façon importante dans les 100 suivantes. Puis, j'ai aussi parlé de nos voisins du dessous. C'est ce que je leur avais dit. Les États-Unis, dont chaque mouvement entraîne chez nous une secousse. Puis d'ailleurs, je leur ai parlé du projet du 51e État, mais je leur ai mentionné qu'avant, il y avait eu le projet du 14e État. Donc, c'était important de leur parler de ça. Et comme vous vous imaginez, évidemment, j'ai parlé du Vive le Québec libre du général de Gaulle. Et beaucoup de questions à la fin de l'exposé ont porté sur justement la visite du général de Gaulle à Montréal. C'est comme inévitable. Donc, je pense qu'effectivement, qu'on est ressorti de là tellement enchanté, tellement
passionné aussi, ça donne le goût de continuer à travailler sur la Nouvelle-France. Moi, je travaille plus sur le 19e siècle, mais effectivement, ça a donné le goût, justement, d'aller creuser encore plus loin certains éléments de la Nouvelle-France. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, la Société historique de Montréal est une société vibrante, notamment grâce à ses membres intéressés et intéressants, dont plusieurs sont ici. Mes salutations. C'est vraiment un plaisir de faire du bénévolat pour vous, chers membres, parce que c'est super intéressant quand vous nous parlez, quand vous soulevez des points, quand vous interagissez avec nos conférenciers. C'est extraordinaire. On a aussi la chance d'avoir, comme vous pouvez le voir, un conseil d'administration de feu qui s'implique dans plusieurs projets, dont cette exposition Les Champenois en Nouvelle-France, mais aussi qui, grâce à leurs contacts dans différents milieux, bien réussissent à tisser des liens, à proposer des choses, puis à rendre l'histoire de Montréal intéressante pour différents publics. Alors, pour terminer, je vous invite évidemment à vous procurer la revue d'histoire de la Nouvelle-France. Pour en savoir plus sur l'exposition, je vous invite aussi, pour ceux qui ne sont pas encore, clin d'œil, à devenir membre. C'est seulement 35 $. Vous avez 10 conférences gratuites, vous avez des événements et vous avez la chance de payer juste 25 $ pour cette merveilleuse revue livrée à votre porte 2 fois par année. Non mais voilà, il n'y a pas d'autre argument. Et dans tous les cas, je vous invite néanmoins à venir à nos conférences, ou du moins à celles qui vous intéressent. C'est seulement 5 $. Alors, merci beaucoup, puis au plaisir de vous revoir sous peu. Merci. Merci. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet « Émissions de radio » ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.